On est dans la Maison de l'Europe, donc, et on va parler Europe. Alors, bienvenue à l'Europe pour les habitants. C'est une initiative de la CNL. On s'est dit que quand même, les politiques européennes, au sens large du terme, impactent le quotidien. Je prendrai qu'un exemple, hein. C'est la quittance de loyer avec l'explosion des factures énergétiques. Et donc, il nous est apparu qu'il serait bien d'organiser une après-midi de forum qui sera découpé en deux moments essentiels. Alors, le premier, c'est celui qu'on va débuter maintenant, hein, qui est une table ronde avec des acteurs sociaux, qui va faire le point à la fois des luttes qui peuvent monter au niveau de l'Union européenne, mais également des propositions des locataires, mais pas seulement, hein, puisqu'on a un avocat qui est spécialiste des droits de l'homme, mais surtout par le prisme du travail, et qu'on a également un syndicaliste qui, lui, travaille les questions de la Banque centrale européenne et de l'euro. Et donc, je vais vous les présenter. D'ailleurs, j'ai commencé à le faire. Je vais faire de gauche à droite, hein. C'est opportun aujourd'hui. Nicolas Thirion, donc, hein, qui est secrétaire national de la CGT, qui est membre du conseil d'administration de Copernic et d'Attac, et qui donc va nous parler, je crois, du livret A et d'autres choses. Tu le diras toi-même tout à l'heure. Michel Mine, qui est un peu inquiet, parce qu'il n'est pas du tout, donc, hein, mais qui vous fait dire d'avance qu'il n'est pas un spécialiste du logement, mais qui va de toute manière nous parler des droits de l'homme, puisqu'il est à la direction de la LDH. Et enfin, présent, tu es le plus à droite à partir de la gauche, Eddy Jacquemart, c'était une boutade, vous l'avez compris. Eddy Jacquemart, président de la CNL, et qui est également au conseil d'administration, enfin dans l'équipe d'animation donc, de l'IUT, qui est l'Union Internationale, je parle mal l'anglais, of Tenants, c'est-à-dire la structure locataire au niveau européen. Et donc, pour lancer les choses, et puis moi, je vais céder la parole à Julien, qui vient d'arriver et qui va animer le débat. Vous allez avoir une courte vidéo donc, de la coordinatrice de cette structure européenne et qui va rappeler les enjeux des élections de juin prochain et du combat européen des locataires du point de vue des propositions qui sont les nôtres. Merci Marie-Pierre. Bonjour à tous, désolé du retard. Il faut que je me présente. Voilà, Julien Suer, donc du Tarn-et-Garonne, de Montauban, au centre. Julien Suer de Montauban en Tarn-et-Garonne. J'ai été élu représentant des locataires au titre de la CNL il y a 2 ans au sein du conseil d'administration de Tarn-et-Garonne Habitat. Et il se trouve que dans le passé, j'ai été aussi locataire au Royaume-Uni. Et donc j'ai une petite connaissance du domaine HLM au niveau européen. Quand l'Angleterre était le Royaume-Uni encore dans l'Europe, voilà. Il me semble aujourd'hui on commence par la vidéo de Barbara, la représentante de l'Union internationale des locataires, qui ne pouvait pas être ici mais qui nous a laissé un petit message. Merci. Bonjour. Je m'appelle Barbara Steenbergen et je représente l'Union internationale des locataires auprès des institutions européennes. Le 9 juin est une date importante pour les locataires et je vous invite de voter pour le nouveau Parlement européen. Vous avez un choix crucial. Optez pour une Europe ouverte et pacifique dans l'esprit de la solidarité. Partout en Europe, les locataires sont touchés par la crise du logement. Les loyers et les coûts d'énergie sont explosés et le pouvoir d'achat des ménages est décliné massivement. Il est nécessaire d'éradiquer la crise du logement à 2030. Je vous présente notre 10 priorités pour le nouveau Parlement européen. Garantir le logement comme un droit fondamental. Fixer un maximum de 25% du coût du logement à 2030. Fixer un quota de 30% de logements sociaux et abordables à 2030.
combattre la vente de notre logement social, réglementer les locations à court terme, réviser les règles d'aide d'État pour les aides à la pierre, promouvoir la neutralité locative, un logement pour tous, respecter les droits des locataires et garantir la transparence des contrats des locations, promouvoir la neutralité du coût du logement en matière d'efficacité énergétique, transition énergétique durable et équitable, l'égalité d'accès au logement économe en énergie. Il est important que la voix des locataires soit entendue dans les institutions européennes. Le droit au logement est un droit fondamental. Votez le 9 juin pour un logement abordable pour tous. Merci. Alors, merci pour cette courte vidéo, mais qui a permis de lister les priorités en fait, du mouvement locatif en Europe. Peut-être que directement on peut passer à quelques mots de Eddy qui siège de toute façon au bureau de l'IUT et qui pourra développer peut-être un peu plus. Oui, alors merci donc à Barbara d'avoir voulu faire cette vidéo. Elle ne peut pas venir avec nous aujourd'hui parce que figurez-vous que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc elle est partie le fêter en Allemagne. Oui, donc aujourd'hui donc on se réunit parce que pour la CNL, en fait, on a un rôle d'éducation populaire et il nous apparaît important de rapprocher en fait les habitants de cette Europe qui quelquefois semble très éloignée de leur quotidien. Et notre exercice aujourd'hui, c'est justement d'essayer de faire comprendre aux habitants que l'Europe n'est pas quelque chose de très loin pour eux. Au contraire, les décisions européennes, elles influent directement dans le quotidien des habitants et des habitantes. Donc ça, c'est important de le souligner. En effet, comme on vous l'a rappelé, la CNL, depuis 1964, est adhérente de l'Union internationale des locataires. Alors en anglais, ça sera International Union of Tenants, qu'on appelle chez nous l'IUT. Et donc nous avons travaillé sur des revendications, sur une dizaine de revendications communes que chaque État membre, chaque organisation de locataires dans les États membres adhérents de l'Union européenne pourront communiquer aux candidats. Donc ça veut dire que les 10 recommandations de l'IUT, elles seront proposées à tous les candidats européens dans lesquels il y a une organisation internationale de locataires active. Donc en effet, l'Europe a des conséquences aujourd'hui sur le logement, direct ou indirect. Tout d'abord, rappelons-nous que c'est l'Europe qui a imposé, par exemple, de mettre en place des plafonds pour certains pays européens, pour les logements sociaux. Je pense notamment aux Pays-Bas, où il n'y avait pas de plafond. Et c'est l'Europe qui a imposé la mise en place de plafonds. C'est aussi l'Europe qui empêche la France d'augmenter les plafonds d'accès au logement social, qui est une revendication importante de la CNL. On a aussi cette Europe qui intervient aussi dans tout ce qui est rénovation énergétique, avec des contraintes. Et je dois dire là aussi, l'écologie punitive, on n'est pas pour ça, nous, à la CNL, puisque quand je parle d'écologie punitive à ce niveau-là, je parle de la troisième ligne de quittance, c'est-à-dire la contribution que la loi Boutin a mise en place pour les rénovations énergétiques, pour que les locataires contribuent à cette rénovation. Donc c'est très important. Et un exemple encore des conséquences européennes, eh bien, c'est évidemment la dérégulation du marché de l'énergie. Et là, je crois que tous les habitants de ce pays, en France, ils voient bien que ça a eu des conséquences directes sur leur quotidien, puisqu'on a beaucoup de familles qui, aujourd'hui, se privent de chauffage dans leur logement. Donc, c'est très grave. L'Europe, ça peut être un super moyen de promouvoir le logement dans tous les pays européens. Il y a
beaucoup de luttes européennes de locataires. On a en tête une très grande manifestation qu'on a eue à Berlin il y a plusieurs années de ça sur les loyers qui étaient devenus trop chers. Donc il y a, je pense aussi, une importance de mobilisation des habitants et des locataires partout en Europe pour justement exiger que l'Europe soit davantage protecteur et qui soit véritablement dans la protection et la progression sociale et sociétale. On va dire aussi qu'il faut un petit peu enlever les clichés qu'on essaie de mettre notamment en France sur le fait que finalement le logement ce serait du pavillon individuel à tous les étages, si j'ai envie de dire. Eh bien non, il y a des pays européens où le modèle social, comme prenez la Suède par exemple, où le taux de logement social est très important et il est majoritaire dans le pays. Ça veut dire que les gens en Suède, ils sont davantage locataires que chez nous en France, et ils habitent dans du collectif avec du logement qu'on n'appelle pas du logement social là-bas, mais du logement public. Donc le modèle de logement public, il est aussi développé dans l'Europe. Alors, l'Europe ne peut pas tout. Et on voit bien aussi en France que certaines mesures de l'Europe, certains gouvernements, et notamment le gouvernement français, s'est saisi des mauvais côtés de l'Europe, notamment pour imposer une Europe libérale, avec des conséquences très graves pour les habitants. On a des exemples très, très récents dans notre pays, puisqu'on a une loi scélérate qu'on appelle la loi Kasbarian-Berger, qui en fait revoit complètement les règles de maintien dans les lieux des locataires qui seraient en impayés de loyer et de les mettre au même niveau que des squatteurs. Ça, c'est une loi qui a été votée l'année dernière. Et à 15 jours en France de la reprise des expulsions, on est très inquiets, nous, à la CNL, parce qu'on ne sait pas comment, justement, cette loi va être appliquée pour la première fois, et on sera très attentif là-dessus. Autre sujet important, c'est la loi SRU, qui est une loi importante pour le fondement de notre République et de la mixité sociale. Et cette loi SRU, elle a été violemment remise en cause par le Premier ministre nouvellement nommé Gabriel Attal, où ils veulent en fait la détricoter en intégrant des logements intermédiaires dans le quota de la loi SRU, ce qui va évidemment permettre à des maires de s'exonérer de leur obligation de construction. Et je dois dire qu'on a vraiment besoin de logement social dans notre pays, car je le rappelle, le slogan de la CNL, c'est que le logement social, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à dire, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà, merci beaucoup, Eddy. Mais peut-être déjà, on peut commencer par rebondir sur un certain nombre de points que tu as développés. Et puis en plus, profiter au maximum finalement de l'expertise que nous avons aujourd'hui à nos côtés. Effectivement, le logement social en Europe, c'est un certain nombre de sujets, comme tu l'as dit. Peut-être commencer avec le dernier qui est terriblement d'actu, la question des expulsions qui fait parler d'elle avec la loi Kasbarian. Et peut-être je me tourne vers Michel, voilà, Nicolas, au titre donc de la LD, de la Ligue des droits de l'homme. Non, tiens, c'est la... Ok, je me tourne vers Michel, donc au titre de la CGT. Pour nous dire un peu tes expressions, voilà, tes réflexions par rapport à cette actualité. Bonjour à tous. Oui, alors la question du logement, pour moi, parce que là on voulait toucher un petit mot de la loi Kasbarian qui est une loi un petit peu liberticide, même quand je dis un petit peu, c'est un doux euphémisme, c'est une litote évidemment. Une loi liberticide dans la mesure où un locataire qui ne peut plus payer son loyer est expulsé au même titre qu'un squatter. Ça revient à peu près à ça. Quand est-ce qu'un locataire ne peut plus payer un loyer? Souvent parce que le loyer est trop haut, ou alors parce qu'il y a un problème de travail. Donc là,
je veux mettre en lien quelque chose de très profond dans la société, à mon sens, qui est le lien entre le travail et le logement. J'ai été moi-même dans cette situation-là. On a des cercles vicieux qui se mettent en place, à savoir que pour trouver un logement, il faut avoir un travail. Parce que ça, c'est très facile à comprendre. Quand on a un travail, on a un salaire. Et quand on a un salaire, on peut se loger. Quelque chose qui est un petit peu plus difficile à comprendre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour trouver un travail, il faut un logement aussi. Il est très très difficile de trouver un travail quand on n'a pas de logement. Donc, quand on est mis à la porte de son logement, pour une raison ou une autre d'ailleurs, on perd souvent son travail. Et là, on voit le cercle vicieux qui se met en place. Quand on n'a pas de travail, on n'a pas de logement. Quand on n'a pas de logement, on n'a pas de travail. Et là, se met en place un cycle de la misère. Quand on a 4,1 millions de mal logés en France et 2,5 millions qui sont en attente d'un logement social, on peut se poser des questions. Cette loi, manifestement, va augmenter ce taux, va augmenter ces chiffres. Il va y avoir encore plus de mal logés et encore plus de personnes qui seront dans une attente de logements décents. Donc il est urgent de lutter contre cette loi et il est urgent de faire le lien entre le travail et le logement. Avoir un maximum de personnes bien logées est absolument essentiel. Et avoir un maximum de personnes bien logées est une condition nécessaire, mais pas suffisante, mais nécessaire quand même, pour avoir un bon travail. Et dans un pays, vous le savez comme moi, où le nombre de chômeurs a toujours été important, et toujours parmi les plus importants d'Europe d'ailleurs, c'est quelque chose de très très important. Pour lutter contre ce chômage qui est endémique en France et à un niveau très élevé, il est impératif de lutter pour avoir un meilleur logement. Un logement qui soit le plus décent possible, aux meilleures conditions possibles, avec des vrais droits pour les locataires qui, quand ils sont épisodiquement en difficulté, puissent être aidés et surtout aidés à travers la garde de leur logement pour qu'ils puissent continuer à vivre dignement de leur travail dans leur logement. Merci beaucoup Nicolas. Et effectivement, cette relation entre le travail et le logement, c'est quelque chose de primordial. Et d'ailleurs, tu conclus sur le mot que j'allais utiliser pour reprendre, la dignité. Parce que souvent, quand on se retrouve face au bailleur pour négocier la non-expulsion d'une famille, c'est souvent ce qu'on amène de dire le logement, c'est la dignité, la première étape de la dignité humaine. Il y a le travail, mais il y a finalement la santé, l'éducation et tout ce qui peut suivre derrière. Et finalement, cette dignité humaine, elle passe d'abord par le logement. Peut-être que ça peut nous faire la transition parfaite pour donner la parole à Michel Minet, donc, de la Ligue des droits de l'homme. Merci. Oui, alors merci pour votre invitation. Je le disais tout à l'heure, j'espère qu'il n'y aura pas trop de déception, mais à la Ligue des droits de l'homme, je ne suis pas le spécialiste des questions de logement. Notre ami qui devait intervenir sur les questions de logement n'a pas pu se rendre disponible. Donc je m'occupe des questions de travail. Je ne suis pas tout seul, mais je fais partie de ceux qui s'occupent des questions de travail à la Ligue des droits de l'homme. Et, je poursuivrai sur ce qui a été dit précédemment, le lien entre effectivement le travail et le logement. Se pose aussi la question de la rémunération insuffisante du travail. Et depuis de nombreuses décennies en France, eh bien, le partage de la valeur ajoutée, le partage de la richesse créée par l'entreprise, ce partage est de plus en plus inégalitaire. Ce partage est de plus en plus inégalitaire, non pas, comme on le dit trop souvent, entre les entreprises et les travailleurs, mais entre les actionnaires et les travailleurs. C'est-à-dire que la financiarisation des entreprises, le poids considérable donné aux actionnaires à la suite de toute une série de réformes législatives
fait qu'en fait, ce partage de la valeur ajoutée est déséquilibré et que les travailleurs ne perçoivent pas des rémunérations suffisantes. Et on a vu apparaître cette formule il y a quelques années qui nous venait des pays anglo-saxons, les travailleurs pauvres. Cela signifie que des personnes qui travaillent à plein temps eh bien, n'arrivent plus à subvenir aux besoins essentiels, n'arrivent plus à avoir une vie décente et parfois même n'arrivent plus à payer leur loyer au regard de l'augmentation des prix des loyers et des prix des charges. Donc ça, c'est un premier élément qui est tout à fait essentiel. On ne peut pas régler cette question du logement si on ne s'intéresse pas à la question du partage de la valeur ajoutée dans les entreprises. Il faut évidemment éviter de regarder les questions en tuyau d'orgue, comme on dit parfois, ou en silo. Vous employez la formule que vous voulez, mais tout est lié. Nicolas l'a dit, le travail est lié au logement, le logement est lié au travail. On pourrait évidemment multiplier les liaisons. Un autre élément qu'il faut mettre en lumière, c'est que concernant cette rémunération insuffisante du travail, eh bien, il y a une inégalité supplémentaire que l'on appelle une discrimination à l'encontre des femmes. Et donc la situation des femmes est encore pire que la situation moyenne. Pourquoi ? Eh bien parce que d'une part, il y a un certain nombre de femmes qui travaillent à temps partiel, qu'elles l'aient choisi ou qu'elles ne l'aient pas choisi. Enfin, plus de 85% des salariés à temps partiel sont des femmes. Ça, c'est un élément. Mais en plus, la législation française aggrave leur situation. Un exemple parmi tant d'autres. Quand les salariés à temps partiel font des heures en plus, ça s'appelle des heures complémentaires. Quand les salariés à temps complet font des heures en plus, ça s'appelle des heures supplémentaires. Et les heures complémentaires des salariés à temps partiel sont moins rémunérées que les heures supplémentaires des salariés à temps complet. Et là, on voit déjà apparaître une contradiction entre le droit français et le droit européen. Le droit européen interdit cette discrimination. Pourtant, elle est à l'œuvre depuis 2013. Je vous invite à vous rappeler qui était au gouvernement en 2013. Ce n'était pas M. Macron. Cette situation d'inégalité à l'encontre des femmes, on la trouve de manière générale en matière de rémunération. Il n'y a pas longtemps, on a fêté le 8 mars, mais ça y est, on est le 21 mars, on a oublié. En tout cas, un certain nombre ont oublié. Mais les femmes dans ce pays gagnent 24% ou 25% de moins que les hommes pour un travail de valeur égale. Un quart de rémunération en moins. Et ça perdure. Et ça ne se réduit plus. Et donc, ça veut dire que les femmes travailleuses sont dans une situation encore plus difficile en matière de logement. Un autre élément positif du droit européen, il n'y a pas que des éléments positifs dans le droit européen, mais il y en a un certain nombre qui trop souvent sont négligés. Au mois de mai 2023, l'Europe a adopté une directive pour favoriser la transparence des rémunérations entre les femmes et les hommes dans les entreprises pour un travail de valeur égale et pas seulement pour un même travail. La formule pour un travail de valeur égale date de 1919. C'est un scoop. Après la Première Guerre mondiale, on a considéré que ce qui entraînait les conflits à l'intérieur des pays, ce qui faisait que des personnes partaient vers des solutions politiques aventureuses, ce qui entraînait la guerre entre les États, c'était la misère sociale dans le travail. Et l'OIT, en 1919, a dit, pour avoir la paix à l'intérieur des pays et la paix entre les pays, il faut la justice sociale dans le travail. Et parmi les 9 premiers principes fondamentaux qui ont été élaborés, figure l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Parce que les femmes et les hommes, souvent, ne font pas le même travail. Pour autant, ça peut être un travail de valeur égale. On travaille sur cette question depuis 1919. Ça n'a rien de nouveau. Sauf que dans la plupart des entreprises, quand on négocie sur ces questions, on ne négocie pas l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, on négocie à travail égal, salaire égal. Et donc on regarde uniquement les femmes et les hommes qui font le même travail. Et entre les femmes et les hommes qui font le même travail, l'écart de salaire est de 5%. Entre les femmes et les hommes qui font un travail de valeur égale, l'écart de salaire est de un quart de salaire en moins. Alors cette directive sur la transparence des rémunérations, elle va prévoir toute une série de dispositions
pour essayer de mettre fin à cette discrimination, notamment en termes de négociation, en termes d'accès des salariés et des élus du personnel aux rémunérations versées dans l'entreprise par catégorie de salariés qui font un travail de valeur égale. Ce point va nettement au-delà de ce qui existe en France. Alors, je ne voudrais pas être trop long, mais un autre élément en matière de rémunération, c'est par exemple la situation des travailleurs des plateformes numériques. Les travailleurs des plateformes numériques, ils sont venus livrer des repas pendant la pandémie. Ils conduisent des personnes dans des véhicules individuels. Ces travailleurs sont considérés comme étant des travailleurs indépendants. Ils n'ont même pas accès au code du travail. Ils n'ont même pas accès au code de la sécurité sociale. Alors certains saisissent les tribunaux et obtiennent la requalification de leurs contrats commerciaux en contrats de travail. C'est une situation d'extraordinaire précarité. Ils ne sont même pas travailleurs salariés. Donc leur situation en matière de logement, sincèrement, je ne la connais pas, mais au regard de la précarité de leur rémunération et de leur niveau de rémunération, leur situation est sûrement extrêmement préoccupante. Après un long travail qui a duré 2 ans avec des parlementaires européens, avec des juristes, avec toute une série d'acteurs, de députés européens, etc., une directive a été adoptée pour justement accorder un certain nombre de droits à ces travailleurs, notamment en matière de rémunération. Mais c'est fort regrettable, le gouvernement français est intervenu, il n'est pas le seul, le gouvernement allemand également a émis des réserves, et il y en a un ou deux autres, est intervenu pour limiter la portée de cette directive. Et donc là, on voit bien le lien qu'il existe entre le droit national et le droit européen. Sur toutes les questions sociales et économiques qui nous préoccupent, parce que les questions sociales sont toujours économiques, et les questions économiques sont toujours sociales. Sur toutes ces questions sociales et économiques qui nous préoccupent, il est indispensable de s'intéresser à l'Europe, à la fois parce que des textes importants peuvent être adoptés et qu'il faut les soutenir, et aussi parce que des textes de régression sont mis en œuvre et qu'il faut les combattre davantage. Mais si on ne sait pas, on ne peut pas agir. Et donc il y a un enjeu, puisqu'on est dans la campagne pour les élections européennes, il y a un enjeu déjà à s'informer sur ce que l'Europe met en œuvre, prépare sur les questions de logement et sur les questions de travail qui sont liées. Merci beaucoup Michel pour ces éclairages. Sur la question du travail, et je pense que notamment sur la question des femmes, on va y revenir parce que, comme le dit souvent Eddy, il ne faut pas oublier que la CNL, c'était une association créée par des femmes au début du siècle et qui se battaient pour la réduction de leur loyer. Mais juste avant ça, je pense que ça mériterait qu'on revienne sur ton premier point, celui de l'inégalité sur le partage de la richesse de l'entreprise et l'inégalité de rémunération. Parce qu'il se trouve que on a aujourd'hui, dans le droit français, une vraie primauté du droit à la propriété sur le droit au logement. Et c'est quelque part lié parce qu'on se retrouve avec un système où on a, pour donner quelques chiffres, 24% des ménages qui détiennent à eux seuls 68% du parc. Et sur ces 24%, 3% détiennent 50%. Donc en fait, on a une surconcentration du logement, et c'est une des raisons pourquoi je pense qu'au début on a opposé l'habitat public, les HLM, parce que cette façon de surconcentrer le logement et la propriété privée ne permettra jamais de loger tous les travailleurs. Et quelque part, dans ce que tu as amené, Eddy, tout à l'heure, la question de la loi SRU, pourquoi elle est remise en cause aujourd'hui? Parce que c'est bien une attaque, finalement, à ce système-là. Et donc, je pense que je peux redonner peut-être la parole à Eddy, que tu nous en dises un peu plus sur ce qui est en train de se jouer sur la question de la loi SRU, et pourquoi c'est peut-être la prochaine grande bataille qu'il faudra mener, mais en tout cas, que cette loi SRU ne puisse pas être détricotée. Oui, alors tout d'abord, il faut dire aussi une chose, c'est que la crise du logement dans notre pays est à son paroxysme aujourd'hui. 70 ans après
le fameux hiver 54, on se rend compte que tous les signaux sont au rouge. Les mal logés, les pas logés, les demandeurs de logements sociaux, les personnes qui vivent dans des passoires thermiques, qui ne se chauffent plus, qui tombent malades. Donc on a véritablement une crise de logement dans notre pays. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Tous les acteurs du logement, que ce soit l'Union sociale pour l'habitat, que ce soit la Fédération du bâtiment, que ce soit les banques, que ce soit les investisseurs privés, évidemment les locataires, tous, on tire la sonnette d'alarme. On tire la sonnette d'alarme et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce gouvernement va enfin comprendre que la politique libérale qu'il a mise en place et accélérée depuis 2017, est-ce qu'il va enfin comprendre qu'elle ne va rien solutionner et que le marché sur lequel il comptait pour résoudre la crise du logement, eh bien, ne va pas faire sa mission magique de la régulation par le marché privé. Donc, il n'y a pas une seule... il y a beaucoup de causes à la crise du logement. Donc, il y a beaucoup de solutions à apporter à la crise du logement. Et c'est tous les leviers qui doivent être mis en place. Et en tout cas, pour nous, à la CNL, le principal levier qu'il faudrait actionner, c'est la construction massive de logements sociaux abordables dans le pays. Puisque là, ce qui est en train de se passer récemment au niveau des annonces de début d'année, donc c'est tout frais, les annonces de M. Attal pour intégrer dans le quota de la loi SRU les logements intermédiaires, mais c'est véritablement une non-réponse à la crise du logement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de construction de logements abordables pour les familles les plus modestes dans ce pays. Et au contraire, les logements qui seront construits, ce sera pour les familles plus moyennes et ça ne solutionne pas la problématique. Donc, il faut que cette loi SRU soit renforcée, il faut qu'elle soit dissuasive. D'ailleurs, je vais dire un gros mot, et nous sommes, nous, à la CNL, pour l'inéligibilité des maires qui ne respectent pas la loi SRU, parce que c'est important que notre République, on puisse tous respecter la loi qui a été votée, notamment en 2000, à l'époque, pour que véritablement on ait une construction sociale importante. Donc oui, cette loi SRU est mise en cause. Et d'ailleurs, dans une revendication, vous savez que la CNL, elle fait partie de cette Union internationale des locataires et que nous avons travaillé collectivement aux 10 propositions de l'IUT. Et d'ailleurs, je crois que mes amis de la CNL sont d'accord avec moi pour dire qu'on s'y retrouve complètement dans ces propositions, même si on aurait pu aller un peu plus loin, parce que nous, on est toujours un peu comme Monsieur Plus à la CNL, on veut toujours plus. Mais il faut quand même savoir que la majeure partie des propositions qui sont proposées par l'IUT, elles sont aussi impulsées par les exemples français et de la CNL notamment. Et je pense notamment à la proposition importante, puisque l'IUT revendique, et tous les organisations membres de l'IUT dans leurs pays respectifs vont inciter les candidats à l'élection européenne pour qu'il y ait au minimum 30% de construction de logements publics. D'ailleurs, il y a eu des rapports pendant la précédente mandature où l'Union européenne, qui est quand même très libérale, a quand même admis dans un rapport qu'il fallait inciter les États membres à promouvoir le logement social. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'Europe a pris cette conscience-là qu'il fallait promouvoir le logement social dans les pays membres, parce que la réponse, elle est là. Je veux dire, il ne faut pas opposer le privé et le public, mais il faut qu'on ait un service public fort du logement qui permettra aussi, je dirais, d'encadrer les loyers du privé, parce que si les loyers du privé augmentent, c'est le problème de l'offre et de la demande. Comme l'offre se rétrécit,
eh bien évidemment, les loyers augmentent. C'est le système logique. Donc, au plus on mettra d'offres de logements abordables sur le marché via le logement public, au moins les loyers du privé seront chers. Nous, on est évidemment pour la régulation des loyers, mais on pense aussi que la régulation des loyers peut se faire naturellement avec une construction massive de logements sociaux. Je rappelle que la CNL, elle prône le chiffre de 250 000 logements par an, logements sociaux par an. Ce n'est pas un chiffre illusoire. Quand vous regardez qu'il y a 2,6 millions actuellement de demandeurs de logements sociaux dans notre pays, eh bien, si on prend sur une échelle du temps, il faudrait 10 ans pour que cette liste d'attente soit satisfaite. Donc ça veut dire en effet que le chiffre de 250 000 logements par an, c'est un chiffre qui est totalement cohérent. Et relancer aussi la construction dans le pays, et ça fait du bien aussi à l'économie, parce que ce n'est pas délocalisable, logiquement, la construction. Ça veut dire qu'il y aura du travail pour les entreprises de bâtiments, il y aura du travail pour les ouvriers, il y aura tout le travail pour les maçons, pour les architectes, pour les concepteurs, pour les urbanistes. Donc ça va redonner aussi une dynamique dans tout le pays par rapport à ça. Donc je pense que la proposition phare, en tout cas, moi, je vais en choisir une au niveau de l'IUT, c'est d'une part cette construction, cette loi SRU européenne, parce que je pense que c'est important de le dire. Et une autre chose importante également, c'est quelque chose qui pourrait être facilement mis en place, parce que beaucoup de pays européens sont concernés, c'est la régulation des locations de courte durée. Parce que là aussi, cette location de courte durée, elle rétrécit de façon importante l'offre de logements privés sur le marché, ce qui fait encore une fois augmenter les prix. Donc c'est sûr que là, on a des convergences de lutte à avoir au niveau européen avec les autres organisations de défense des locataires ou des mal logés, parce que là aussi, je pense que quand on est sur une situation de crise aussi importante de logement dans les pays européens, eh bien, je pense que la convergence des luttes, elle est importante, et que les locataires et les habitants de tous les pays membres devraient en effet se réunir pour exiger de leurs États membres un logement abordable, accessible et de qualité. Voilà, donc je pense qu'en effet, cette grande bataille SRU, elle n'est pas seulement française, elle est aussi à mener sur le plan européen, parce que vous savez, si on prend l'exemple des Anglais, qui ont aussi, à l'époque du thatchérisme, ont complètement délaissé le logement social et qui l'ont complètement ghettoisé pour les populations les plus modestes, eh bien, à aujourd'hui, ce logement social est devenu complètement vétuste, et l'État a dû prendre des mesures importantes pour rénover et mettre beaucoup d'argent pour remettre à niveau ces logements sociaux. Souvenez-vous qu'on avait eu aussi un incendie très important dans une tour à Londres il y a d'ici quelques années. C'était les conséquences justement de l'abandon du financement de l'État. L'État a un rôle régalien majeur dans le financement du logement public, social, dans les pays membres. Et ça aussi, c'est une des revendications importantes de l'IUT, c'est d'arrêter de croire que le marché va tout solutionner. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ça fait 7 ans qu'on a les conséquences XXL de cet échec de politique libérale. Et je pense qu'il est temps que le gouvernement français et les futurs députés européens prennent en compte cet échec du libéralisme pour solutionner le bien-être des habitants, des locataires des pays membres. Voilà. Merci beaucoup, Eddy. Et oui, le Right to Buy Act, qui avait été mis en place par les conservateurs au Royaume-Uni il y a déjà quelques décennies, qui finalement a permis au gouvernement là-bas de vendre les bijoux de famille et, comme tu le dis, de ghettoiser. Cela nous amène finalement à réfléchir à l'uniformité du logement social en Europe, puisqu'on est sur un débat lié aux européennes. Et on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment la même perception du logement social en Europe dans tous les pays. Et une particularité en France, c'était bien le caractère généraliste qui permettait finalement le logement social de loger
tout type de travailleurs à tout type de salaire et de revenus. Et comme autant, je pense que Nicolas que Michel l'ont souligné tout à l'heure, la question du travail et du revenu est très liée à tout ça. Et on se rend compte que finalement, il y a une vraie, comme tu le dis, convergence des luttes à mener pour justement ramener le logement aussi sur la question d'une vocation généraliste qui permette de loger tout le monde. Et c'est peut-être sur ça que tu as amené la proposition d'un service public du logement qui est porté par la CNL. Peut-être, Nicolas, si tu veux nous donner quelques mots de plus par rapport à ces réflexions-là. Oui, alors la réflexion importante d'un logement généraliste pour des personnes généralistes, entre guillemets, hein, évidemment, mais tout le monde, c'est ça en fait que ça veut dire. En France, et puis en fait, maintenant on parle de l'Europe, parce qu'on est sur des questions européennes, comment y arriver? Voilà, c'est ça en fait la problématique première. Comment arriver à avoir des conditions de logement qui soient pas égales, mais proches, on va dire, le plus égal possible, pour tout un chacun dans toute l'Europe. Il y a peut-être plusieurs réponses possibles, mais moi j'en connais une, comme c'était le cas un peu en France autrefois, mais qu'il faut, à mon avis, transposer au niveau de l'Europe, c'est la question des services publics. Il faut que le logement soit un service public, comme bien d'autres choses, qui sont d'ailleurs liées au logement. Je m'explique. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, hein, j'ai connu ça encore au début des années 2000, les offices HLM avaient leur comptabilité qui était faite par l'État, par des trésoreries qu'on appelait des trésoreries qui s'occupaient des HLM, des trésoreries HLM. Il y en avait partout en France. Il y en a eu de moins en moins. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de trésorerie. Hein. Est-ce que la comptabilité, est-ce que les coûts liés à cette comptabilité des HLM ont disparu? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ces coûts, il faut les répartir, enfin les reventiler sur qui? Sur les locataires. Ça engendre des augmentations des tarifs et des loyers qui finissent par être conséquentes. Comment lutter contre ça? En rétablissant tout simplement des services publics. En rétablissant des services publics. Et pourquoi ces services publics ne seraient-ils pas européens? Pourquoi ne pas rétablir des services publics, créer plutôt des services publics européens où justement le droit pourrait être unifié et pour tous et chacun de façon la plus égale possible? Ça me paraît, c'est une question assez évidente. D'autre part, vous voyez bien, dans nos provinces, ici on est à Paris, alors la question est se pose un petit peu différemment, mais comme Julien, j'ai entendu que tu étais de Montauban et que moi j'ai de la famille à Auch, qui est le département d'à côté, pas très loin. Quand autrefois on se baladait dans ces jolies campagnes, qu'ils le sont toujours d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de services publics, il y avait des postes partout, il y avait des trésoreries partout, il y avait des hôpitaux à peu près partout. Il y avait des logements sociaux qui étaient mieux répartis qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les services publics, c'est quelque chose qui tend à disparaître. On organise une désertification des pays. Il est impératif que l'Europe remette les choses à plat. Une des solutions que je vois est la création de services publics européens. Pourquoi pas un service public du logement et aussi un service public de l'énergie? J'y tiens beaucoup. Service public de l'énergie, parce que vous savez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand le CNR a nationalisé justement, et créé nombre de services publics, tout ce qui était des fluides, a été nationalisé. On contrôlait
tout ce qui était fluide. Le charbon, l'acier, toutes les matières premières, l'argent. L'argent est un fluide, hein, on appelle ça du liquide d'ailleurs. L'argent a été contrôlé et en contrôlant l'argent, on pouvait aussi mener une politique économique et une politique de logement qui soit digne de ce nom. Il faut retrouver ça en matière de logement. Un des gros problèmes du logement, c'est l'explosion du coût des charges. Les charges, ceux qui sont comme moi, je pense aux locations, ils voyaient aussi que dans les loyers, les coûts de l'eau, de l'électricité, du chauffage, etc. Enfin bon, je sais pas, on connaît tous ça. Ce sont des coûts qui explosent. Si on a un service public de l'énergie, des fluides, du logement, etc., on arrivera économiquement à lisser ces coûts de façon à ce que tout un chacun puisse se loger le plus décemment possible, le plus dignement possible, pour revenir encore sur ce mot-là que j'aime bien. Peut-être juste un tout petit mot, parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. La politique libérale dans laquelle est engagée, j'allais dire toute l'Europe, enfin bien des pays européens, malheureusement bien trop, ont une politique libérale, ça veut dire une politique de coût. Il faut que tout soit rentable. Une politique de service public, c'est pas que tout soit rentable, c'est que tout puisse être de façon à un coût abordable pour tous. Et c'est très, 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 très différent. C'est quelque chose de très, très important. Dès lors qu'on a une politique publique, c'est chacun, par ses impôts, ceux qui touchent plus, qui gagnent plus d'argent, payent plus d'impôts, c'est normal. Et ainsi se fait une solidarité pour tout le monde. J'allais dire pour le plus grand nombre, mais en fait, c'est pour tout le monde. Le service public est la richesse de ceux qui n'ont rien. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est incontournable. Pour le logement, ça doit être le cas. Il faut que la politique du logement européen se modifie, se change et puisse être portée avant vers une démocratie sociale qui soit plus grande. Quand je revois la revendication, les 10 points de revendication qui sont posés par le CNL, il y en a qui sont financières. Quand je vois qu'il y a 25% maximum de coût du logement par rapport au salaire, comment on peut y arriver? En aidant, par une vraie politique de service public, en aidant les personnes qui ont des petits salaires à avoir des logements décents à un prix qui soit lui aussi décent et en comparaison de ce qu'ils gagnent. Quand je vois qu'il y a dans la revendication la question de la financiarisation, c'est quoi ça finalement? C'est que le logement ne doit pas être soumis à une toute forme de jeu boursier, enfin de spéculation sur la pierre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut porter au niveau européen le plus haut possible. Et puis, ce que je disais, je terminerai peut-être comme ça, hein, une vraie politique de service public de l'énergie, ça aussi, c'est la meilleure façon, à mon sens, de limiter les coûts des charges liées au logement. Bien sûr, je parle de coûts de l'électricité, eau, etc. etc. Je vais m'arrêter là. Merci Nicolas, mais c'est le clin d'œil au Gers et à Auch me touche particulièrement parce que je ne suis pas tout à fait de Montauban, je suis de Castel-Sarrazin, qui est plus près, la sous-préfecture du Tarn-et-Garonne, qui est plus près de Auch. Et là-bas, on a connu la casse des services publics. Elle a été très dure, que ce soit les bureaux de poste, les services de finances, les impôts, particulièrement les trains. Parce qu'en milieu rural, la question de la mobilité, elle est très liée au logement. Et aujourd'hui, tout le monde doit se retrouver à Toulouse pour pouvoir bouger, parce qu'il n'y a plus, par exemple, Castel-Sarrazin, Auch qui existait avant.
en train n'existe plus. Peut-être on rebondit sur tout cela et la question du service public, de l'égalité et de ce que ça amène. Michel, sur quelques réflexions par rapport à ça, ou même plus largement. Merci. Oui, je pensais aux formules là, qui ont été employées. Il y a un certain nombre de politiques qui sont des politiques néolibérales. C'est-à-dire que ce sont des politiques qui visent à écarter le droit. Et pour écarter le droit, il faut écarter la justice. Quand on est dans une relation contractuelle, on a l'habitude de dire que quand on signe un contrat, il y a deux protagonistes qui signent le contrat. Que ce soit n'importe quel contrat, dans la vie de tous les jours ou à certains événements. On se dit, contrat, c'est deux personnes qui se mettent d'accord. En réalité, il y en a trois. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans un système démocratique, il est nécessaire que si une des deux parties ne remplit pas ses obligations, ou si le contrat est complètement déséquilibré, il faut pouvoir aller chercher un tiers. Et le tiers, dans une société démocratique, c'est le juge. On ne va pas faire un procès tous les jours. Il y a des procès qui ont déjà eu lieu, il y a des jurisprudences, mais il y a toujours la possibilité, pour tout le monde, de se dire, si la règle n'est vraiment pas respectée, je peux saisir le juge. Alors, ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis le début de ce siècle, qui est en même temps le début de ce millénaire, c'est que sur toute une série de questions, et notamment dans le domaine du travail, on vise à écarter le juge. Alors c'est difficile en France d'écarter le juge. On ne peut pas faire comme ça a été fait avec le gouvernement d'extrême droite au Brésil. D'ailleurs, il n'y est pas arrivé. Et aujourd'hui, ce sont des juges au Brésil qui sont en train de reconstruire, par exemple, le Code du travail en matière de santé et sécurité. Mais qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on rend plus difficile les conditions pour saisir le juge. Par exemple, le salarié qui est licencié, la règle de droit commun pour saisir le juge, au regard du droit civil, c'est 5 ans. Eh bien, le salarié qui est licencié, lui, n'a plus que 12 mois. Et parfois, quand on est licencié, il faut un certain temps pour se retourner, pour comprendre ce qui s'est passé et se dire « je vais me défendre, je vais saisir quelqu'un qui va m'aider, etc. » Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le ministre de l'économie qui veut réformer le Code du travail, c'est une mode depuis la réforme de 2015, le Code du travail a été réformé, et notamment la procédure prud'homale à l'initiative du ministre de l'économie, mais c'est très révélateur. Eh bien, le ministre de l'économie voudrait que ce délai de 1 an, qui est déjà une dérogation par rapport au délai de 5 ans, il soit ramené à 6 mois. Dans 6 mois, le salarié qui est licencié, il va souvent ne pas avoir le temps de se retourner. Écarter le juge, ça veut dire qu'il faut limiter les possibilités pour le juge de juger. C'est plus subtil que supprimer des juridictions. Alors comment on fait ? Eh bien, on prévoit que quand un salarié a été licencié et que le licenciement est injustifié, le juge ne pourra pas réparer la totalité du préjudice. Le juge ne pourra pas condamner l'employeur à réparer la totalité du préjudice. On fixe un plafond. Et ce plafond n'est pas lié au préjudice. Ce plafond n'est pas lié à l'âge, n'est pas lié à la qualification, n'est pas lié au bassin d'emploi, n'est pas lié à la durée pour retrouver un emploi, n'est pas lié à la situation sociale. Non, tout ça, on ne s'en occupe pas. C'est uniquement lié à l'ancienneté dans l'entreprise. Et on a fixé des plafonds maximum qui sont le maximum, qui sont la moyenne de ce qui était perçu jadis devant les tribunaux. Donc on a considérablement réduit l'indemnisation. Et je pourrais multiplier les exemples, mais je ne veux pas être trop long. Mais ça renvoie à l'idée qui était développée tout à l'heure, que, effectivement, pour avoir un logement, il faut être en capacité de payer ce logement. Mais parfois, on a été licencié. Et quand on a été licencié, si on pouvait avoir une réparation correcte de ce licenciement injustifié, ça permettrait de voir venir le temps de retrouver un autre emploi. Eh bien, toutes les mesures là que je vous ai indiquées, ce sont des mesures qui, justement, vont pénaliser les travailleurs qui sont licenciés, et en particulier ceux qui sont dans les situations soit les plus précaires, soit qui ont les niveaux de rémunération les plus faibles
Qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui devant les conseils de prud'homme? Eh bien, c'est le fait que ceux qui aujourd'hui saisissent les conseils de prud'homme, ce sont les salariés qui ont encore des rémunérations correctes. Ce sont ceux qui sont dans les situations les moins précaires. Parce que ceux qui ont des salaires trop bas, quand ils regardent ce qu'ils vont pouvoir gagner au prud'homme et quand ils regardent ce que ça va leur coûter en termes de procédure, eh bien, ils se disent « ça ne vaut pas la peine d'y aller ». Et ça, c'est extrêmement préoccupant. C'est extrêmement préoccupant parce que ça veut dire que la justice ne peut plus être rendue pour tous, et en particulier ne peut plus être rendue pour ceux qui sont les plus vulnérables. Donc il y a un facteur d'injustice sociale extrêmement fort. Et c'est extrêmement préoccupant sur le plan politique. Parce que ça veut dire que ces personnes-là, elles subissent une injustice et elles n'ont plus les outils juridiques pour mettre fin à cette injustice. Et le droit du travail, il est né à la fin du XIXe siècle en se disant qu'il fallait pouvoir régler les injustices dans le travail par le biais du droit pour que ce ne soit pas réglé par le biais de la violence. La violence économique, la violence symbolique, la violence physique. Il y avait un évêque au Brésil qui disait qu'il y a 3 violences. La première violence, qui est la mère de toutes les autres violences, c'est la violence institutionnelle. C'est ce dont on a déjà parlé depuis un moment. C'est la violence du système économique. C'est la violence d'un système économique qui fait qu'une personne qui travaille 35 heures, voire plus par semaine, qui se lève tous les matins pour aller travailler, elle ne peut pas vivre dignement. Elles ne peuvent pas normalement payer son loyer. Ça, c'est une violence. Face à cette violence du système économique, parfois, il y a une violence sociale qui s'exprime. C'est-à-dire que les personnes qui subissent l'injustice sociale, quand elles ne trouvent pas les outils juridiques pour se défendre, eh bien, elles vont se défendre par d'autres mécanismes. Et la troisième violence, eh bien, c'est la répression. C'est la répression par les forces de l'État qui vont réprimer ceux qui se rebellent contre l'injustice. Et ce que je trouve extrêmement préoccupant dans tous les débats que l'on a sur la violence aujourd'hui, c'est qu'on oppose certaines violences policières à certaines violences sociales. Et on oublie la violence d'origine, la violence du système économique. Bon, voilà, quelques mots. Merci beaucoup, Michel. C'est quelques mots, mais qui ont beaucoup de signification. On pourrait même faire le lien avec la loi Kasbarian et le fait qu'aujourd'hui, les locataires aussi ils subissent une violence réelle quand ils ne peuvent plus payer leur loyer. Peut-être je me retourne vers Eddy pour la conclusion de peut-être quelques mots. On fera un tour de table encore, je ne sais pas, pour conclure cette première table ronde. Avant de conclure, juste aussi un petit mot dans les choses qu'il faut qu'on dise, c'est que certains États membres aussi, quelquefois, et c'est ça aussi qui brouille le message, on voit bien que les habitants ont du mal à aller voter pour les européennes, il y a des gros taux d'abstention, parce que quelquefois, certains États membres se servent, je dirais, de façon un peu machiavélique, en disant oh, ben, c'est pas nous, hein, c'est l'Europe. Et je vais prendre un exemple notamment sur le marché de l'électricité. Et bien en fait, au niveau de la France, l'État a dit ah ben on est obligé, c'est l'Europe qui a fait ça et tout. Mais on a des voisins qui sont en plus pas très loin de chez toi, qui s'appellent les Espagnols. Et eux, les Espagnols, ils ont fait un autre choix. Et donc ça n'a pas pénalisé les habitants comme l'État français. Donc je voulais quand même alerter aussi voilà, les habitants de ce pays, c'est que il y a besoin de revendiquer parce que quelquefois les propositions de l'Europe, ce sont des directives, ce ne sont pas des lois qui sont forcément opposables. Et quelques directives, quelquefois, eh bien, ça peut prendre du temps à être appliqué et c'est intéressant de pouvoir aussi résister. Donc ça veut dire aussi que dans le cadre justement de l'Europe, il y a bien des choix aussi qui sont faits par les États membres et quelquefois de façon un peu limite honnête, puisque on se cache derrière l'Europe pour prendre des décisions
qui sont pas favorables aux habitants. Alors oui, je crois qu'on ne va pas conclure, mais en tout cas, ce qu'on doit dire, c'est que l'Europe, ça peut être une belle opportunité pour les habitantes et les habitants de changer leur quotidien. S'ils saisissent, je dirais, l'opportunité de choisir des candidats qui vont porter au Parlement européen des idées de protection et de progrès social. Voilà, donc je crois qu'on ne peut que, en tant qu'association d'éducation populaire, d'inciter, nous, évidemment, on est une neutralité politique, on est là aussi pour comparer les programmes, comme on l'a fait d'ailleurs pour l'élection présidentielle. On a fait un comparatif de programmes qu'on a publié dans notre journal Logement et Famille. Eh bien, nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est donner de l'éclairage aux habitants et aux habitantes pour qu'ils puissent, le 9 juin, voter en connaissance de cause. Et surtout, le leitmotiv qu'on doit leur apporter, c'est le 9 juin, n'oubliez pas que vous voterez aussi pour votre quotidien. Merci. Merci Eddy, mais on me dit en fait qu'on a encore quelques minutes, du coup tu as raison, on ne va pas conclure. Et on peut même se permettre un petit échange avec la salle qui pourrait du coup bénéficier de nos experts autour de la table. S'il y en a parmi vous qui ont une ou des questions particulières, on peut peut-être prendre le temps voilà, d'avoir cet échange. C'est l'heure qui fait le passage de micro, peut-être. Quelqu'un a une question ? Merci. Vous pensez à vous présenter ? Jean-Michel Segueni, président de la Fédération de la Réunion. Le micro, ouais. Je voulais juste intervenir par rapport aux échanges qu'on a eus là, qui étaient très intéressants, sur deux exemples importants. On a beaucoup d'institutions en France, telles que par exemple le PMR, etc. Mais il n'y a aucun moment qu'on parle de salaire. D'accord ? Et en ce moment aussi, ce qui touche vraiment directement les locataires, c'est les charges locatives et l'augmentation des loyers, que les populations n'arrivent plus. Troisième exemple aussi qui touche directement la population, c'est le manque de construction que vous avez soulevé, et puisque, par exemple, pour La Réunion, on va atteindre le million d'habitants d'ici 5 ans à peu près, voire un peu plus. Mais en tout cas, on est en constante progression. Au jour d'aujourd'hui, chose qu'on n'a pas connue, vous avez des travailleurs, des salariés qui dorment dans leur voiture. Donc c'est quand même assez inquiétant. Moi, je n'ai pas connu ça, heureusement. Mais en tout cas, en ce moment, nous, la CNL, on se bat. Mais en plus, comme vous, en métropole, il y a aussi des familles, des enfants avec des familles à la rue. Je peux vous dire, on se bat. Donc ce problème de loi au niveau national concernant le RCU, concernant les freins dans les constructions, on nous dit, vous avez de l'argent, ce n'est pas le débat, etc. Mais il est où le problème ? Effectivement, il y a un autre problème au niveau de l'Europe, c'est qu'il y a un manque d'information vers nos populations, d'où le frein par rapport aux élections de la population, parce que la question, qu'est-ce que nous apporte l'Europe ? Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une communication, on va essayer de le faire, d'accord ? Qu'on le fait à chaque fois qu'il y a des élections, mais je vous dis que c'est un frein parce qu'il n'y a pas de retour ni de médias qui relaient l'action de l'Europe. D'accord ? Donc vous voyez très très bien, déjà au niveau national, ce n'est pas relayé, donc n'en parlons plus au niveau de l'Europe. Donc la question, qu'est-ce que l'Europe apporte à la population ? C'est tout simple. Donc c'est ça, il faut qu'on relaie pour pouvoir justement montrer qu'il faut qu'on soit là-dedans, parce qu'il faut qu'on aille voter, parce que ça peut nous apporter effectivement, en termes de logement, par rapport à toutes nos demandes, quelque chose de très, très aidant. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci Jean-Michel. Peut-être
pour recentrer la question plus précisément, mais c'est la question de comment on sensibilise finalement les habitants pour qu'ils sachent à quel point ils ont besoin de l'Europe, s'ils en ont besoin, parce qu'il y a aussi peut-être dans certaines têtes la question du vote de 2005, entre autres. Peut-être est-ce qu'on peut prendre une ou deux interventions et après on regroupera les réponses. Taylor, s'il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre aurait une question? Ah, il y a des timides dans la salle. Alors, je suis à la CNL depuis 44 années. Excusez-moi, je commence à être un petit papy. Hein. J'ai connu les débuts bien meilleurs que ça, avec des rapports avec les bailleurs qui étaient très nettement différents. Moi, aujourd'hui, je voudrais alerter la relation bailleurs, associations de locataires. Et aujourd'hui, notre droit, il n'est plus appliqué, il n'est plus respecté. Ça veut dire qu'on a un certain nombre de prérogatives dont les bailleurs se moquent totalement. Totalement. Donc, je pense qu'on a besoin de relais pour qu'à un moment donné, on puisse se faire appuyer dans des démarches où les bailleurs nous respectent, nous donnent toutes les prérogatives dont on a le droit. Le deuxième aspect aussi de ce que je voulais souligner, augmentation des énergies. C'est catastrophique. Aujourd'hui, je voudrais alerter tout le monde. Chez nous, moi je suis un spécialiste des charges. Hein. Calcul de gestion, je connais. 53% d'augmentation pour le gaz, 78% d'augmentation pour l'électricité. Qui va pouvoir continuer à payer des dépenses comme ça? Alors, on nous fait un mauvais chantage, et je relis la question pour ne pas faire trop long. On a les fameux DPE. Alors, le DPE, il est revenu à la baisse, bien évidemment. On en avait un. Moi, j'ai attendu 7 ans pour qu'on me le donne. Et le jour où on me l'a donné, on a rigolé en me disant « Ah ben maintenant, le vôtre, il est plus valable, on refait les nouveaux. » Oui, mais le nouveau DPE, très favorable aux bailleurs. Donc ça veut dire que la question de l'énergie, elle est reliée au diagnostic de performance énergétique, où le bailleur, maintenant, avec la loi, va s'asseoir dessus en disant « Bah non, c'est pas trop une passoire chez vous, on fera pas de travaux. » Quand vous réclamez les travaux, le plus mauvais chantage que j'ai eu, un de mes bailleurs avait dit à l'époque « Mais monsieur, il faut que je choisisse. Moi, j'ai pas de fonds, j'ai pas d'argent. Alors il va falloir choisir où j'entretiens, où je construis du neuf. Si vous voulez entretenir, je m'arrête de construire du neuf. » Voilà un peu les rapports qu'on a avec les bailleurs et ça devient quand même assez délicat. Je pense qu'il faut quand même alerter les gens. Le prix de l'énergie va exploser si on ne fait pas des rénovations énergétiques sérieuses, efficaces. Et quand je parle de rénovation énergétique, là j'étais récemment avec un bailleur intéressant, 100 000 logements. Lui, il a dit, moi je préfère faire un audit énergétique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dirige là-dessus, qu'on arrête les DPE qui sont vraiment une foutaise du terme, et qu'on ait des audits énergétiques sérieux, efficaces, et qu'on fasse des accords avec les bailleurs pour faire des travaux. Il y a comme ça qu'on va pouvoir résoudre aussi les dépenses sur l'énergie. Alors, je ne vais pas faire trop long. Sur les loyers, c'est un peu pareil. On nous dit il faut augmenter, sinon on ne peut pas construire du neuf, etc., etc. Voilà un peu le... J'ai fait déjà une dizaine de bailleurs et rénovations. J'en ai vécu 7, donc je connais un peu les travaux. C'est compliqué. Voilà, il y a des bailleurs qui sont plus sérieux, mais aujourd'hui, la tendance générale, je tire le signal d'alarme, attention, ça ne va plus avec les bailleurs. On est méprisé, et je dirais, pardonnez-moi peut-être du terme, un peu à la Macron, le mépris, on nous méprise et on ne discute même plus avec nous. On n'a même plus ce respect du locataire et des associations de locataires. Voilà. Merci pour ce témoignage. Une autre intervention peut-être ? Oui, je voulais soutenir ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux te présenter, Michel s'il te Huitner, plaît ? Paris. C'est ça que vous vouliez savoir ? Merci. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, donc je ne sais pas ce qu'a dit Eddy, etc. Mais bon, je soutiens ce que toi, tu viens de dire. Moi, je suis dans le secteur privé. À l'heure actuelle, nous nous heurtons à des bailleurs qui ne veulent même pas recevoir la CNL et les amicales CNL en tant que telles pour le contrôle des charges. Ça se fait entre 4 yeux et on est en train de se battre avec plusieurs bailleurs privés sur Paris à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce que tu dis, on ne reconnaît plus nos droits, on nous traite comme rien.
c'est très pénible chez des bailleurs sociaux et les réhabilitations ne sont pas toujours bien faites. Il y a souvent des malfaçons et les locataires n'arrivent pas à avoir la rectification des malfaçons. Il y a des tas de problèmes de ce côté-là. Mais nous, dans le privé, qui sont sans et haut pour payer le loyer, eh bien, on est traité comme rien. On est une source de pognon. C'est tout. Et il y en a marre de la société de pognon. Et il faudrait y penser un petit peu plus et penser que les solutions ne sont pas uniquement de la négociation bienveillante avec certains bailleurs. J'ai fini. Merci pour cette intervention. S'il n'y en a pas d'autres, on va peut-être directement regarder pour quelques réponses. Nicolas Peut-être pas des réponses pour tout, mais comme j'ai noté pas mal de questions. En tout cas. Voilà. Alors, si je fais un petit peu la synthèse de tout ça, j'ai entendu très très fort des questions sur les salaires, premièrement. Deuxièmement, sur les loyers, avec les coûts des loyers qui augmentent. Troisièmement, sur la question des charges. Les charges qui augmentent, évidemment. Et en lien avec ça, quatrièmement, des questions liées à la rénovation énergétique des logements, ce qui permet de faire des économies de charges, puisqu'a été cité les 63% d'augmentation du prix du gaz et 78% du coût de l'électricité dans les logements. Alors, tenter de première salve de réponse, peut-être pas complète, mais au moins un petit peu partielle. La question des salaires, peut-être qu'il ne faut pas la poser en tant que telle de façon brute ici, puisqu'on parle de logement, mais en baissant le coût des loyers, un même salaire permet une augmentation du pouvoir d'achat. Je préfère la notion de pouvoir d'achat, puisque c'est ce qui permet vraiment de vivre plutôt que le montant nominal du salaire. Hein. Donc sur une question de logement, la baisse des loyers doit permettre une augmentation du pouvoir d'achat à salaire égal. C'est logique. Après, les loyers augmentent. Ça, c'est un fait avéré. Pourquoi augmentent-ils ? Quand on est dans un système libéral, tout est une question de coût. Et il faut que les choses soient rentables. J'entendais, c'était sur la question de la SNCF, mais je pourrais dire la même chose pour le logement. Il y avait des journalistes qui se posaient la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la SNCF soit rentable ? La SNCF n'a jamais été rentable. Ce sont été des sociétés privées avant 1936. Elles ont toutes fait faillite, puisqu'elles n'étaient pas rentables. C'est pour ça qu'elles ont été nationalisées. Les coûts sont énormes. Ils étaient pris en charge par l'État. Et ils permettaient au plus grand nombre de voyager de façon la plus économique possible. Effectivement, tu parlais... c'est marrant parce que je fais souvent la route entre Auch et Montauban. Il y a 87 km et il y a une voie de chemin de fer qui s'arrête au milieu. Autrefois, elle était continue. C'est pareil pour le logement en fait. Hein. Il y avait une continuité du logement social qui était plus importante que maintenant. Dès lors qu'on veut que le logement social soit rentable, on en fait moins, on n'en fait plus. On augmente les prix. Si un État, ça peut être l'Europe, fait l'effort de financer à ses frais le logement social, on pourra en faire plus, on pourra le faire payer moins, et on pourra baisser les loyers. Et ça augmentera à nous tous notre pouvoir d'achat. La question des charges, elle est proche. Elle est proche. Autrefois,
Et quand je dis autrefois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'après-guerre. Dans l'immédiate après-guerre, on considérait les questions d'électricité, de charbon, etc., comme vitales, mais vraiment vitales pour le pays. Il fallait que tout le monde en profite. L'électricité partout. L'électricité pas très chère. Comment faire? Il faut électrifier le pays, ça coûte cher. C'est pris en charge par l'État. C'est pris en charge par l'État. Alors tout ça coûte cher. Mais si c'est pris en charge, on peut le faire payer moins cher, de façon non rentable, mais publique, pour tout le monde. Et c'est ça auquel il faut arriver. C'est ça que j'essaye de faire comprendre. Est-ce que l'Europe peut le faire? Oui, elle le peut. Elle le peut, d'autant plus que maintenant, il y a une monnaie unique commune, qui est l'euro, et il y a eu la création d'une banque centrale européenne. Il y a aussi une banque publique d'investissement, et oui. Et donc, il y a une création monétaire qui est possible, donc qui est ex nihilo. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais il y a une possibilité. Il faut que la loi européenne change. Il y a une possibilité pour la Banque centrale européenne de déléguer, elle le fait de toute façon, aux différents pays, par ces banques centrales, la création de monnaie à des fins économiques. Ça a été des prêts aux banques au moment de la crise Covid, etc. Pourquoi le faire pour les banques? Il faudrait, si l'Europe le faisait de façon différenciée pour le logement, s'il y avait une création monétaire qui serait faite pour la construction de logements en grand, en masse, dans toute l'Europe, dont la France, est-ce que ce serait positif? Oui. Ce serait une création monétaire, donc qui n'est pas à être remboursée, qui pourrait profiter à beaucoup de monde, et qui pourrait être, dispatché, ventilé de façon égale, de façon la plus équitable possible dans toute l'Europe, dont notre pays, de même que dans notre pays, de façon, j'allais dire, aussi équitable dans le territoire. Puisque aujourd'hui, on peut noter des grandes disparités dans le logement social en France, selon les départements, etc. Et que ça, il y a des retards à combler. L'Europe pourrait le faire. Elle ne le fait pas, mais elle pourrait le faire. Il faut changer les règles de l'Europe. L'Europe peut être un problème si les lois européennes le décident ainsi. Ça peut être aussi une solution si le Parlement européen vote des lois en sens inverse. Hein? Voilà, pour une première salve de réponses. Je ne sais pas si j'ai été clair, parce que Nicolas, les questions monétaires sont un peu compliquées toujours. Michel, peut-être, voilà. Je te propose d'amener ta réponse, et comme ça, ensuite, on prend la prochaine salve de questions. OK. Alors, comme on est dans la préparation d'élections européennes qui vont être, je ne sais pas si tout le monde le mesure, mais qui vont être extrêmement importantes pour les années à venir, sur toute une série de questions sociales et économiques, on ne peut pas regarder ces élections comme étant quelque chose de lointain. Ça va avoir des conséquences extrêmement fortes sur la vie quotidienne. Peut-être se rappeler que quand on dit l'Europe, en fait, ça n'impose rien. Dans les médias, on nous dit l'Europe impose. Non, l'Europe n'impose rien. On a un certain nombre de textes qui sont adoptés, les directives. Les directives, pour être adoptées, il faut qu'il y ait une majorité qualifiée au Parlement européen pour les voter. C'est un premier élément. Donc les parlementaires que nous allons élire le 9 juin, ils vont voter. Il faut qu'il y ait une majorité qualifiée pour voter la directive. Et la directive doit être adoptée dans les mêmes termes par le comité des ministres concernés. Et il faut que le vote soit un vote qualifié,
C'est-à-dire il faut que les ministres qui votent représentent au moins 15 pays et représentent au moins 65% de la population. Et donc cette directive, ensuite, elle va effectivement être envoyée aux États qui devront l'appliquer. Mais donc l'Europe en tant que telle, c'est une fiction. L'Europe, ce sont des institutions, comité des ministres, Parlement, et puis la Commission, et le vote pour le Parlement européen va jouer un rôle dans la mise en œuvre de ces différentes institutions à des niveaux évidemment variables. Parlement européen, oui, Commission en partie, comité des ministres, non, puisque le comité des ministres, on va regarder quels sont les gouvernements qui sont actuellement présents. Et donc il y a une difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'Europe, il faut articuler le droit européen et le droit national. On est toujours dans la complexité. Donc il faut accepter de rentrer dans cette complexité. En France, il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, le président de la République, le Conseil constitutionnel, etc. Bon, ce ne sont pas les mêmes institutions au niveau européen. Ce n'est pas plus compliqué, hein, mais il faut rentrer dans cette logique. Conséquences sur la vie quotidienne. Une des intervenantes tout à l'heure, enfin l'intervenante, je crois, pour le moment, puisque les hommes sont plus bavards que les femmes, l'intervenante a signalé que quand des travaux étaient faits, il y avait souvent des malfaçons. Les travaux, quand ils sont faits aujourd'hui dans les logements, ils viennent de quelles entreprises? Les entreprises, il y a des entreprises qui ont conclu un contrat, effectivement. Mais ce n'est pas l'entreprise qui a conclu le contrat le plus souvent qui fait les travaux. Elle fait appel à un sous-traitant. Parce que les prix sont tellement tirés qu'elle veut se faire une marge de bénéfice, et donc elle fait appel à un sous-traitant. Le sous-traitant lui-même fait appel à un sous-traitant, qui lui-même fait appel à un sous-traitant, etc. Et donc à la fin, on se retrouve avec des pauvres travailleurs qui sont en situation précaire, qui sont là provisoirement dans une entreprise, qui demain seront là dans une autre, qui de toute façon rencontrent des personnes qu'ils ne reverront plus, vont sur des lieux qu'ils ne reverront plus, et donc la qualité de leur travail, effectivement, n'est pas à la hauteur. Mais pour eux, c'est également un problème. C'est-à-dire qu'on leur demande de travailler vite, on ne leur demande pas de travailler bien, parce que la rémunération qu'ils perçoivent n'est pas suffisante. Cette question de la sous-traitance, c'est une question de travail, c'est une question économique, c'est une question sociale. Au niveau européen, on a une directive européenne qui est en train d'être adoptée, peut-être, malgré l'hostilité du gouvernement français et du gouvernement allemand, qui est la directive qu'on appelle vigilance. Vous vous rappelez peut-être, en 2013, il y a eu une catastrophe au Bangladesh. Il y a un immeuble qui s'est effondré et il y a eu plus de 1000 morts, en très grande majorité des femmes ouvrières de la confection. À la suite de cette catastrophe, qui est a priori la plus grande catastrophe du travail que l'on ait connu ces dernières années, il y a eu une réflexion sur la responsabilité des donneurs d'ordre. Bien évidemment que les employeurs locaux étaient responsables au regard des conditions de santé et sécurité. Il y avait trop de marchandises, il y avait trop de machines dans des immeubles qui ne pouvaient pas le supporter. Mais il y a une responsabilité des donneurs d'ordre qui se retrouvent dans les grandes capitales européennes, dans les grandes artères commerciales, qui n'ont plus d'usines. Quand vous achetez des vêtements en France, ils n'ont pas été fabriqués en France, très rarement. Il n'y a plus d'usines. Les usines, elles sont à travers le monde. Le travail n'a pas disparu. Le travail ouvrier n'a pas disparu. Mais il est effectué ailleurs. Ce texte, il va peut-être être adopté enfin par le Parlement européen le 25 avril. Malgré l'hostilité de certains gouvernements, la majorité des gouvernements ont accepté de signer un compromis vendredi dernier. Nous sommes dans l'actualité. Ce texte, il est utile au niveau international, mais il est utile au niveau national. On a déjà une grande entreprise, puisque en France, on a une loi qui prévoit un certain nombre de dispositions, qui a été condamnée, La Poste, au regard des conditions de travail pour ses sous-traitants. Ce texte, vous voyez, c'est un texte européen. Mais c'est un texte européen qu'on peut utiliser en France. Alors, on va avoir un problème de champ d'application. Pourquoi ? Parce que, en fait, la directive européenne voulait que le champ d'application, ce soit toutes les entreprises à partir de 500 salariés. Et on s'était mis d'accord sur 500 salariés. Et une fois que l'accord a été passé, le ministre de l'économie française a voulu réouvrir les débats et il a dit non,
500 salariés, c'est trop bas. Nous, on propose 5000. Et finalement, la France a été mise en minorité au niveau européen. Moi, je suis très surpris que dans les médias, on présente le gouvernement français comme étant un gouvernement favorable à l'Europe. Je suis vraiment extrêmement surpris. Parce que quand on regarde sur un certain nombre de textes, les travailleurs des plateformes, la sous-traitance, etc., c'est le gouvernement français qui a été à la pointe pour éviter le progrès social sur ces terrains. Donc, finalement, on s'est mis d'accord sur 1000 salariés. Alors, 1000 salariés, c'est beaucoup. Enfin, c'est moins pire que 5000, c'est moins bien que 500. Chacun appréciera. Et donc là, on voit bien un texte européen qui peut avoir des incidences positives sur toute une série de questions qui sont liées au logement. Donc les prochaines élections européennes seront absolument essentielles. Il faut en avoir conscience. Cela a été dit, il y a des textes européens qui vont dans le bon sens. Il y a des textes européens qui vont dans un sens très négatif, notamment sur la concurrence libre et non faussée, avec toutes les incidences en matière de services publics. Donc on ne peut pas être pour ou contre. Nous sommes dans la complexité. Mais il y a un enjeu démocratique essentiel à ce que les citoyennes et les citoyens comprennent ce qui se joue au niveau européen et les incidences dans la vie quotidienne de chacune et de chacun. Merci Michel. Je pense que c'est très important de comprendre cette notion d'être dans la complexité, parce que c'est peut-être les discours faciles de certains de dire on est pour ou contre. Et je pense que c'est tout le rôle aussi d'une association comme la CNL, d'éducation populaire, de justement peut-être sensibiliser sur cette complexité. On a encore quelques minutes devant nous. Il y avait une intervention par là-bas. Oui, merci. Moi, je voudrais aborder le sujet, comme le fait de manquer des logements sociaux. Ça augmente les loueurs qui sont indésirables, hein, c'est-à-dire... donc moi, par exemple, comme chef en commission, mardi, j'avais un dossier où une personne de copro avait loué 7 chambres. 7 chambres à 335 €, 670 de caution, plus un chèque solidaire de 2000 €. Et dans ces chambres, il n'y avait pas de douche, de point d'eau. Hein. Donc je suis intervenu auprès de la mairie de Sarcelles, parce que comme on a une cellule pour les marchands de sommeil, donc on va intervenir à ce sujet-là. Parce que les logements indécents et puis les loueurs comme ça, à Sarcelles, ça pullule. Hein. La preuve, vous avez peut-être entendu, au mois de décembre, on a fait évacuer une tour, la tour Nguyen, 86 logements. Parce que les pompiers, ils ont dit, voilà, si vous voulez avoir une catastrophe, et là, en 15 jours, ils ont dégagé la tour, hein, tout le monde. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention de plus? Oui. Ça rentre dans les compétences de l'Europe. Étant donné que je suis de la Guadeloupe, de l'autre côté de la Réunion, mais il y a une crise, ce qu'on pourrait qualifier d'une crise sanitaire et qui pourrait être même déclarée nationale. C'est le problème de l'eau. Le problème de l'eau chez nous, ce n'est pas normal que des sociétés multinationales qui ont pillé ce pays-là puissent laisser un pays dans cet état-là, sans eau, je dis bien sans eau. C'est vrai, il y a une vingtaine d'années de cela, la CNL, sachant que comment elle s'appelle, une société qui partait, laissant l'institution, il laissait tout, parce qu'il savait qu'il y avait des problèmes d'assainissement. On paie l'assainissement. Mais l'eau, aujourd'hui, n'est pas bonne. On ne sait pas du tout, parce que les tuyaux n'ont pas été remplacés. Et dans un cas comme ça, où l'Europe, quand ils viennent, ils parlent de consommation de budget. C'est un peu ça, hein, chez nous. Est-ce que vous avez bien consommé? Vous avez été un bon consommateur de budget?
Je ne sais pas pour ailleurs. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, l'Europe ne pouvait pas intervenir dans ce domaine-là pour pouvoir faire en sorte que l'eau soit plus potable et par le remplacement? Parce que nous, je dis, ça fait près de 25 ans qu'on a vu le problème. On a intervenu à notre niveau, on a bloqué la CG, le nom de la société qui est partie là, et que aujourd'hui, on vit. Aujourd'hui, c'est une forme de catastrophe parce qu'il n'y a pas d'argent, suffisamment d'argent pour financer les travaux qu'il y a à faire. Alors moi, je me demande, je me pose la question, est-ce que c'est un espace où l'Europe peut et devrait intervenir? Merci beaucoup pour cette intervention. Une troisième et dernier mot, et ensuite on revient aux intervenants. Oui, là je vais dire quelque chose complètement différent. C'est très important de bien voter et de voter en sachant ce qu'on fait lors des élections européennes. Le problème de l'Europe, c'est que c'est une Europe faite pour le capital. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et qu'elle va... Effectivement, notre lutte, elle est globale et elle doit inclure tous les autres pays d'Europe contre les forces qui font que nous ne sommes rien et que nous continuons à avoir des problèmes. Mais il faut aussi que tous les jours, tout le monde arrive à gagner des gens pour se battre, pour se faire respecter et pour ne pas être écrasé par ce qui se passe, d'où que ça vienne. Et ça ne vient pas que de l'Europe, la sauvegarde des droits sociaux. Les droits sociaux, ça se conquiert tous les jours. Et le monsieur de la CGT doit certainement le savoir, dans les entreprises, c'est tous les jours qu'il faut se battre. Merci beaucoup pour ces interventions, ce qui va nous permettre peut-être à la CGT de réagir. Oui, c'est tous les jours qu'il faut se battre dans les entreprises, même chaque minute. Oui, ça c'est une évidence. Je vais revenir sur la question de l'eau. Je vais essayer de faire vite. Les coûts d'infrastructure et de superstructure de tous ces fluides, que ce soit l'eau, l'électricité, le transport, qu'il soit ferroviaire, qu'il soit routier d'ailleurs. Mais pour ce qui est de l'eau, c'est en lien très fort avec le logement. Ce sont des coûts, je ne vais pas les qualifier de prohibitifs, mais extrêmement importants. Seules des sociétés qui ont des moyens énormes peuvent le faire. Ou bien un État ou l'Europe. Ce sont à ma connaissance, les deux seuls types de structures qui peuvent subvenir à ce genre d'investissement. Ce sont les deux seuls qui peuvent subvenir à ce genre d'investissement. Si c'est une société, ils sont obligés de répercuter les coûts sur le coût du logement, enfin, le coût des charges, etc. L'eau, l'électricité, le gaz, etc. Et là, vous voyez vos charges s'envoler. À l'inverse, si vous avez un pôle public de l'énergie, par exemple, pour l'eau, pour l'électricité, pour le gaz, qui est pris en charge par une structure nationale ou supranationale, qui n'est pas une société commerciale, le coût n'est pas répercuté de la même façon. Le coût peut être amoindri, puisque il n'est pas à la charge des seuls consommateurs, mais à la charge de toutes les personnes du pays ou
ou de l'Europe, ou de l'entité, on va dire. Hein, c'est très très important. C'est très très important. À ma connaissance, faire supporter la charge de l'investissement, là vous parlez de la Guadeloupe, mais il y a d'autres endroits. Je sais que par exemple dans les DOM, à Mayotte, la situation elle est peut-être même encore pire sur la question de l'eau. Mais bon, on va pas faire dans la surcharge pleurnicharde des problèmes de tous ces pays-là, c'est que de tous ces endroits-là, ces départements, c'est que tout simplement, s'il y a ces problèmes-là, c'est que les investissements n'ont pas été faits. Et s'ils n'ont pas été faits, c'est que souvent on va demander à ce que s'ils sont faits, ils veulent avoir un retour sur investissement, ce qui est une catastrophe, puisque ça mettrait le prix de l'eau à un coût trop fort pour les personnes. Donc, on revient toujours à la même question. Il faut qu'une structure, un pôle public, prenne en charge ces investissements de façon à le rendre abordable à toutes les personnes qui vont l'utiliser. C'est une question essentielle. Et donc, il faut que l'Europe joue son rôle dedans. Merci Nicolas. J'en profite peut-être pour me tourner vers Eddy, parce qu'on a abordé là des questions peut-être plus larges que le logement et le loyer, mais qui touchent de plein fouet les locataires, les habitants. Des questions de l'eau notamment et d'autres interventions qu'il y a eu. Eddy, peut-être tu peux nous donner tes réflexions là-dessus. Oui, alors de toute façon, je rappelle que la CNL est aussi une organisation de défense des consommateurs, donc évidemment, ce n'est pas du tout gênant de déborder sur au-delà du logement, puisque évidemment, l'Europe a aussi un rôle important dans la réglementation du consommateur. Alors, moi, j'ai envie de dire, il y a eu des questions tout à l'heure qui ont été posées, notamment sur le côté rénovation énergétique. Et je dois dire que là-dessus, c'est le bel exemple aussi que l'Europe, quelquefois, apporte des solutions, propose des choses, et les États membres, eh bien, ils reculent. Et on a un bel exemple de recul avec notamment une annonce récente sur le DPE qui va changer pour les petites surfaces. Puisque vous savez qu'il y a tout le classement des F et G au niveau des bâtiments, où les F et G devaient être à terme interdits d'être loués, on devait geler les loyers. Et puis, comme par hasard, subitement, on dit bah non, mais finalement, pour les petites surfaces, on s'est trompé. Et il y a un problème avec l'eau sanitaire. Et finalement, on va revoir le classement des DPE pour ces petites surfaces. Et ça concerne 140 000 logements. Donc, on a bien l'exemple aussi que les directives européennes, quelquefois, donc le gouvernement français, et je rejoins ce que dit Michel, c'est quelquefois le gouvernement français, eh bien, il recule sur des prérogatives importantes pour les habitants. Alors, je pense qu'on doit réfléchir. L'Europe, c'est les habitants, qu'est-ce qu'ils veulent. Et le 9 juin, ils ont le choix de leur Europe. C'est important. Et là, je crois, et notre ami invité ici, Michel, l'a expliqué aussi, que l'Europe, c'est quelque chose de très compliqué. Et là, le rôle de la CNL, en tant qu'éducation populaire, doit expliquer justement les strates de décision. Qui décide? Qui vote? Qui met en place les décisions? Parce qu'entre la Commission et le Parlement, on ne va pas se mentir ici, on sait très bien que c'est les technocrates qui décident à l'Europe, et pas les parlementaires, et moins les parlementaires. Donc il faut que les parlementaires s'imposent dans cette Europe, puisque les parlementaires, ils vont être issus du vote du peuple européen, et c'est eux qui doivent pouvoir imposer donc le choix des habitants. Ça, c'est important.
Donc, rôle de la CNL, éducation populaire. On va continuer, puisque aujourd'hui, c'est qu'un point de départ. On va aussi expliquer, faire du matériel d'explication. On avait fait ça pour les élections présidentielles, pour les élections municipales. Souvenez-vous, on avait fait une bande dessinée. Et je pense qu'il faut qu'on explique les choses simplement aux habitants pour qu'ils comprennent l'enjeu du vote du 9 juin. Oui, les droits fondamentaux, l'eau, le logement, l'accès au numérique, l'accès à l'électricité, l'accès au chauffage, tout ça sont des choses qui doivent être, je dirais, épaulées par des services publics, et pas seulement au niveau des pays membres, mais aussi au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est important de le souligner, parce que ces droits fondamentaux ne pourront être respectés que si on met en face de chacun de ces droits fondamentaux des services publics efficaces et évidemment financés par l'État, par les États membres évidemment, et impulsés par l'Europe. Voilà, donc j'ai envie de dire que pour peut-être le mot de la fin, dire le 9 juin, c'est les habitantes et les habitants qui décideront de ce qu'ils veulent comme parlementaires européens. Et s'ils veulent qu'on continue à exploiter les bons côtés de cette Europe, qui peut être une formidable expérience, une formidable avancée aussi dans la paix, puisqu'il faut qu'on en parle aussi, puisque la question de la paix, elle est posée. Une expérience, une Europe de la paix, une Europe du progrès, une Europe de la solidarité, et une Europe, je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire, une Europe des services publics, pour justement permettre que tous les droits fondamentaux, les besoins fondamentaux des habitants soient respectés. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on va continuer dans le débat cet après-midi, tout à l'heure. Mais en tout cas, nous, on continuera aussi notre travail d'éducation populaire pour que le maximum d'habitants et d'habitantes puissent aller voter le 9 juin en connaissance de cause, pour savoir que les bulletins de vote qu'ils vont mettre dans l'urne, eh bien, ça aura des conséquences sur leur quotidien et sur leur avenir, puisque, vous l'avez tous les deux dit, cet enjeu des élections européennes est très important, surtout en ce moment. Voilà, merci. Merci Eddy.